Développement de l'appareil digestif. L'appareil digestif se développe à partir de l'intestin primitif. L'endoderme est à l'origine des épithéliums qui bordent la lumière des différents segments du tube digestif, des dérivés glandulaires et des organes lymphoïdes. Le mésenchyme intra-embryonnaire, situé autour de l'intestin primitif, est à l'origine des constituants musculaires et conjonctifs des parois. L'intestin primitif se compose de 3 parties que l'on distingue comme suit. L'intestin primitif antérieur, dans sa partie céphalique appelée intestin pharyngien, il tapisse la lumière de la région branchiale. Il est à l'origine de la cavité buccale et du pharynx, avec leurs dérivés glandulaires et lymphoïdes, ainsi que du diverticule respiratoire. Dans sa partie caudale, l'intestin primitif antérieur est à l'origine de l'œsophage, de l'estomac, d'une partie du duodénum, du foie et des voies biliaires et du pancréas. L'intestin primitif moyen est à l'origine de la partie terminale du duodénum, du jéjunum, de l'iléon, du caecum, de l'appendice et d'une grande partie du côlon, soit le segment ascendant et 2/3 du côlon transverse. L'intestin primitif postérieur, lui, est à l'origine du reste du côlon, soit un tiers distal du côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde. Également du rectum, du canal anal par division de la région du cloaque. Lors de la délimitation à la 4e semaine de développement, l'intestin primitif s'individualise par tubulation du toit du lécitocèle et se subdivise en intestin antérieur, moyen et postérieur. L'intestin antérieur peut être subdivisé lui-même en 3 segments. Un segment initial, que l'on nomme l'intestin pharyngien, qui tapisse la lumière de la région branchiale. Un segment thoracique, situé entre l'épaule cardiaque et la paroi dorsale, et un segment intra-abdominal. Lors de la délimitation de l'embryon, en même temps que s'individualise l'intestin primitif, l'accolement des lames latérales du mésoblaste splanchnique sur la ligne médiale conduit à une formation d'une fine cloison au sein de l'embryon. Cette cloison, initialement dorso-ventrale, contient l'intestin primitif et le maintient suspendu au sein du colonne intra-embryonnaire, qui sera la future cavité pleuro-péritonéale, tout en assurant sa vascularisation via les branches artérielles de l'aorte dorsale qui y circule. Cette fine cloison prend le nom générique de méso, avec cependant des dénominations spécifiques en fonction des étages. On parlera de mésogastre au niveau de l'estomac, de mésentère au niveau de l'iléon et de mésocolon au niveau du côlon. Le mésodorsal, présent tout le long du tube digestif, relie l'intestin primitif à la face dorsale de l'embryon. Le mésoventral, uniquement présent au niveau du segment abdominal de l'intestin primitif antérieur, relie ce segment à la face ventrale de l'embryon. Ces mésos vont évoluer pour suivre les transformations et les changements de position du tube digestif, dont une partie restera intrapéritonéale alors que d'autres segments deviendront rétropéritonéaux. L'intestin primitif est vascularisé par des branches issues de la face ventrale de l'aorte dorsale. 5 branches assurent la vascularisation de la portion thoracique de l'intestin primitif et 3 celle de la portion abdominale. Elles cheminent dans les mésos et abordent les différents segments du tube digestif par leur couche périphérique. Les territoires irrigués par ces 3 dernières branches définissent 3 zones de l'intestin primitif à l'origine de l'essentiel du tube digestif définitif. La portion abdominale de l'intestin antérieur est vascularisée par le tronc cœliaque. L'intestin moyen est irrigué par l'artère mésentérique supérieure et l'intestin postérieur sous la dépendance de l'artère mésentérique inférieure. La paroi de l'intestin pharyngien, revêtement interne de la branche branchiale, est à l'origine de la muqueuse qui tapisse le pharynx et la partie postérieure de la cavité buccale, faite d'un épithélium malpigien non kératinisé, dérivant de l'endoderme, reposant sur un chorion conjonctif très vascularisé, dérivant lui-même du mésenchyme intra-embryonnaire, contenant de nombreuses petites glandes salivaires d'origine endodermique. Les poches endobranchiales, apparues sur les faces latérales dès la 4e semaine, donnent, au cours des 6e et 7e semaines de développement, des dérivés importants. La première se creuse et s'allonge en même temps que s'élargit la région buccale. Elle donne le récessus tubo-tympanique, à l'origine de la trompe d'Eustache et de la caisse du tympan. Son extrémité rejoint le fond de la première poche ectobranchiale
qui devient le conduit auditif externe. Le tympan restera une membrane résultant de l'accollement des feuillets endodermiques et ectodermiques séparés par une fine couche de tissu conjonctif d'origine mésenchymateuse. La deuxième, peu profonde, donne un bourgeonnement qui s'enfonce dans le chorion sous-jacent et sera ultérieurement le siège d'une colonisation par des cellules lymphoïdes. Ainsi se constitue de chaque côté l'amygdale palatine. Les travées endodermiques sont à l'origine des cryptes. La partie ventrale donne de chaque côté un bourgeonnement volumineux, l'ébauche principale du thymus, qui plonge vers la ligne médiale et migre en direction caudale pour rejoindre son homologue contralatéral. La partie dorsale donne un petit bourgeon distinct qui se transforme en ébauche de glande parathyroïde. La quatrième donne également deux bourgeonnements. La partie dorsale donnera une ébauche de glande parathyroïde, la partie ventrale une ébauche thymique accessoire. La cinquième poche est rudimentaire dans l'espèce humaine qui ne possède pas de corps ultimobranchial. À partir de la 8e semaine, les ébauches thymiques se rejoignent sur la ligne médiale et le thymus migre en direction caudale pour rejoindre sa localisation définitive à la partie supérieure du thorax. Les ébauches sont colonisées à partir de la 11e semaine de développement par des cellules dendritiques et des cellules lymphoïdes. Le thymus devient alors un siège de différenciation des cellules lymphoïdes. La migration des ébauches thymiques entraîne celle des ébauches parathyroïdiennes. Les ébauches parathyroïdiennes dérivées des quatrièmes poches endobranchiales viennent se placer au pôle inférieur des lobes thyroïdiens. Ce sont les parathyroïdes inférieurs. Celles dérivées des troisièmes poches endobranchiales s'arrêtent en arrière du pôle supérieur des lobes thyroïdiens. Ce sont les parathyroïdes supérieurs. Ces ébauches glandulaires sont fonctionnelles dès leur individualisation. Elles sécrètent la parathormone qui est hypercalcémiante. Le plancher de l'intestin pharyngien est également à l'origine de proliférations qui vont permettre la formation de la langue et de la glande thyroïde. La langue dérive de bourgeons qui se développent à partir des arcs branchiaux et soulèvent le plancher de l'intestin pharyngien. Le premier arc est à l'origine d'un bourgeon situé sur la ligne médiane, le tuberculum impar, et d'un bourgeon latéral de chaque côté. Ces trois bourgeons se développent très rapidement et constituent ensemble la partie antérieure de la langue, qui se trouve en avant du vélingual, qui fait saillie dans la cavité bucco-nasale. Le deuxième arc est à l'origine d'un bourgeon sur la ligne médiane qui se développe peu, la copula. Le troisième arc est à l'origine d'un bourgeon de chaque côté qui se réunissent pour former l'éminence hypobranchiale. Ces trois bourgeons issus des deuxième et troisième arcs constituent la racine de la langue. Le mésenchyme des arcs branchiaux est à l'origine des éléments conjonctifs et vasculaires, mais les fibres musculaires striées dérivent des somites occipitaux. L'endoderme qui borde la lumière de l'intestin pharyngien donne l'épithélium lingual, malpigien non kératinisé, où apparaissent très tôt les papilles et les bourgeons du goût en regard des terminaisons nerveuses, ainsi que des invaginations qui sont à l'origine des très nombreuses glandes salivaires intralinguales. La glande thyroïde naît d'un bourgeonnement de l'endoderme sur la ligne médiane à la jonction entre le premier et le deuxième arc, soit entre le tuberculum impar et la copula. Ce bourgeonnement s'invagine dans le mésenchyme sous-jacent sous la forme d'un diverticule dont l'extrémité se développe pour donner l'ébauche thyroïdienne principale. Cette ébauche migre en direction caudale pour venir se placer à la 7e semaine, à la face antérieure du cou, en avant du cartilage thyroïde. Pendant cette migration, l'ébauche reste reliée au plancher de l'intestin pharyngien par le canal thyréoglosse. Normalement, ce canal disparaît. Seule persiste l'extrémité distale qui donne le lobe pyramidal de la thyroïde et son orifice proximal sous la forme d'une fossette borgne à la pointe du vélingual, qui se nomme le foramen caecum. L'ébauche se développe de chaque côté pour former les lobes thyroïdiens. Ce développement correspond à une prolifération des cellules d'origine endodermique sous la forme de cordons cellulaires qui se fragmentent vers la 10e semaine du développement en amas à l'origine des vésicules thyroïdiennes. Celles-ci deviennent fonctionnelles vers la 11e semaine. Les cellules C se développent en périphérie des vésicules à partir des cellules des crêtes neurales incluses dans la paroi de l'intestin pharyngien.
Le diverticule respiratoire apparaît à la 4e semaine sous la forme d'une gouttière de la face ventrale de l'intestin pharyngien dans sa partie caudale. Cette ébauche restera en communication avec la cavité de l'intestin pharyngien par l'orifice laryngé. Elle est séparée de la base de la langue par l'épiglotte, résultant d'un bourgeonnement du tissu mésichamenteux du 4e arc qui soulève le revêtement endodermique sur la ligne médiane, juste en arrière de la copula. Ce diverticule sera à l'origine du développement de l'appareil respiratoire. Le segment de l'intestin primitif antérieur, situé immédiatement en aval du diverticule respiratoire, se modifie peu au cours du développement. Il garde une forme cylindrique autour d'un axe longitudinal et s'allonge du fait de la descente de l'ébauche gastrique dans la cavité abdominale. Il devient le segment thoracique de l'intestin primitif antérieur, après la constitution du diaphragme qui sépare en deux régions la cavité pleuro-péritonéale. La tunique interne, dérivée de l'endoderme, se transforme en un épithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé dans l'espèce humaine. Elle est également à l'origine des éléments glandulaires qui se développent dans le mésenchyme avoisinant, les glandes œsophagiennes et les glandes œsogastriques ou cardiales, dans la zone de jonction avec l'estomac. Le reste du mésenchyme se différencie au cours du développement pour donner les constituants conjonctifs et musculaires de la paroi. Dès la fin de la 4e semaine, apparaît une dilatation fusiforme de la partie moyenne de l'intestin primitif antérieur. Cette dilatation va évoluer pour donner l'estomac. Les mésos situés à ce niveau du tube digestif prennent dès lors le nom de mésogastre ventral et mésogastre dorsal. L'ébauche gastrique s'accroît rapidement dans la région abdominale et va s'aplatir transversalement, puis s'accroître de façon dissymétrique, plus importante au bord postérieur qu'au bord antérieur. Il se crée ainsi une grande courbure et une petite courbure de l'estomac. La rotation de l'estomac entraîne le déplacement des mésogastres ventral et dorsal ainsi que des organes qui s'y trouvent, c'est-à-dire le foie dans le mésogastre ventral et la rate dans le mésogastre dorsal. Le développement très important de l'ébauche hépatique vers la droite entraîne la rotation de l'estomac autour de son axe longitudinal et le déplacement de la rate vers la gauche. Le mésogastre dorsal s'allonge et vient s'accoler partiellement à la paroi postérieure de l'abdomen. Cet allongement et la rotation de l'estomac entraînent l'apparition d'un repli de la cavité péritonéale en arrière de l'estomac, ce qu'on appellera l'arrière-cavité des épiplombs. Le mésogastre ventral, dans lequel se développe le foie, donnera le ligament falciforme qui relie le foie à la paroi abdominale. Le revêtement péritonéal autour du foie, sauf à son pôle supérieur au contact du diaphragme, et le petit épiplomb qui relie le foie à l'estomac via le ligament hépatogastrique et au duodénum via le ligament hépatoduodénal. Le mésogastre dorsal donnera le ligament gastrosplénique qui relie l'estomac à la rate et le ligament splénorénal reliant la rate à la paroi postérieure au niveau du rein. À la suite de la rotation de l'ébauche gastrique autour de son axe dorso-ventral, le mésogastre dorsal poursuit son développement vers le bas et vers l'avant, formant ainsi une poche en dessous de l'estomac qui vient recouvrir le côlon et les anses intestinales et dont les deux feuillets vont par la suite fusionner pour former le grand épiplomb, qui fusionnera lui-même ultérieurement avec le mésocôlon transverse. Le duodénum est constitué de deux segments de part et d'autre de l'ébauche hépatique. La portion située en amont du bourgeon hépatique dérive du segment le plus distal de l'intestin primitif antérieur. La portion située en aval du bourgeon hépatique dérive du segment proximal de l'intestin primitif moyen. La forme en U du duodénum résulte d'une part à la fois du développement de l'ébauche hépatique et de la rotation de l'estomac qui entraîne un décalage vers la droite du cadre duodénal, et d'autre part de la croissance de la tête du pancréas. En raison de la modification de position des mésos suite à la rotation de l'estomac, le mésoduodénum se retrouve plaqué contre la paroi postérieure de la cavité péritonéale et ses feuillets finissent par fusionner avec le péritoine. Le duodénum devient un organe rétropéritonéal, sauf pour une courte portion qui fait suite au pylore. Les glandes digestives annexées au tube digestif, c'est-à-dire le foie, la vésicule biliaire et le pancréas, dérivent de l'endoderme du tube digestif primitif par bourgeonnement dans les mésos. Les cellules sécrétrices et les canaux excréteurs de ces organes se différencient à partir de l'endoderme
alors que le mésenchyme environnant donnera naissance au reste des parois et au tissu de soutien. Dès le début de la 4e semaine, apparaît un bourgeonnement à la face ventrale de l'extrémité distale de l'intestin antérieur qui donne naissance aux diverticules hépatiques. L'endoderme prolifère dans le mésogastre ventral en direction du septum transversum. Sa croissance est rapide et il occupe rapidement une grande partie de la cavité abdominale. Les cellules endodermiques de la partie distale du bourgeon se différencient en hépatocytes qui vont constituer avec les ébauches vasculaires le parenchyme hépatique et sont à l'origine des voies biliaires intrahépatiques. La partie proximale du bourgeon hépatique donne par allongement les voies biliaires extrahépatiques et le canal cholédoque qui relie la glande au duodénum. Le foie est recouvert de péritoine sur toute sa surface, sauf dans sa partie supérieure en contact avec le diaphragme. Dès la 4e semaine, le foie assure une fonction hématopoïétique. Les cellules souches sanguines se développent dans le mésenchyme environnant. À la fin de la 4e semaine, un bourgeonnement apparaît à la face inférieure du canal cholédoque. Ce bourgeonnement s'allonge et se dilate pour donner la vésicule biliaire. Sa partie proximale s'amincit pour former le canal cystique qui relie la vésicule biliaire au cholédoque. La synthèse biliaire débute dans le foie à la 12e semaine, date à laquelle la vésicule biliaire, le canal cystique et le cholédoque sont perméables. Les pigments biliaires sont à l'origine de la coloration du méconium. Le pancréas dérive du développement de 2 bourgeons initiaux, provenant d'une prolifération de l'endoderme de l'extrémité distale de l'intestin antérieur. Le bourgeonnement dorsal apparaît au 26e jour dans le mésodiodénum dorsal. Quelques jours plus tard, apparaît le bourgeon ventral dans le mésodiodénum ventral, dans l'angle formé par le cholédoque avec le duodénum. L'endoderme donne naissance aux cellules exocrines et aux canaux excréteurs, ainsi qu'aux différentes cellules endocrines des îlots de Langerhans. Initialement dispersées dans le parenchyme, ces cellules se rassemblent secondairement en amas pour former les îlots endocrins du pancréas. À la 5e semaine, le bourgeon ventral effectue une rotation par la droite autour du duodénum pour venir fusionner en arrière avec le bourgeon dorsal. Cette rotation entraîne une modification du trajet du cholédoque, dont le segment terminal vient s'aboucher dans le duodénum au niveau de la papille principale sur sa paroi gauche, ce qui correspond à l'ampoule de Vater. Habituellement, la fusion des bourgeons pancréatiques s'accompagne d'une fusion des canaux excréteurs et d'une disparition de la partie distale du canal excréteur du bourgeon dorsal. Le canal excréteur du bourgeon ventral draine alors l'ensemble du pancréas et prend le nom de canal de Wirsung. Dans 10% des cas environ, le canal excréteur du bourgeon dorsal persiste et donne une voie excrétrice accessoire, le canal de Santorini, qui s'abouche dans le duodénum au niveau de la papille duodénale mineure, en amont de la papille principale. Du fait des rotations de l'estomac et de l'important développement du foie, il y a accolement du mésodiodénum à la paroi postérieure de l'abdomen, puis fusion avec le péritoine. Le pancréas devient ainsi secondairement un organe partiellement rétropéritonéal.